Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien et je remercie toutes les personnes qui sont présentes pour notre nouvelle webconférence sur les bienfaits du shiatsu dans les spondylarthrites. Nous avons la chance d'avoir Marc Grimaud, spécialiste en shiatsu et masseur kinésithérapeute diplômé d'État, qui va vous faire donc une conférence pour vous expliquer les bienfaits. Et nous gardons toujours, comme d'habitude, le dernier quart d'heure pour poser vos questions. Questions que vous pouvez pas poser sur le chat qui, normalement, doit être à votre droite de l'écran. Marc, c'est à vous et je vous souhaite une bonne conférence. Bonjour Delphine, bonjour à tous et merci beaucoup. Donc en effet, je suis là pour vous parler du shiatsu et donc des bienfaits que l'on peut apporter justement dans les spondylarthrites. Donc comme vous l'a dit Delphine, je suis kiné aussi, donc j'ai l'avantage d'avoir cette double casquette et de pouvoir comparer les techniques éventuellement de kiné et de shiatsu, voire même à les combiner. Donc ça me permet d'avoir une approche qui est différente de mes collègues, une approche qui va être globale et on va appeler ça une approche qui est holistique. On ne va pas séparer en fait, par exemple, le mental du physique. Alors tout d'abord, en fait, il conviendrait de définir le shiatsu. Donc pour cela, on va voir avec les diapositives au fur et à mesure. Donc au niveau de la première diapositive, donc on va juste attendre qu'elle apparaisse. Voilà. Le shiatsu, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Le shiatsu, c'est un mot qui est japonais, puisque la technique est de cette origine. Shiatsu veut dire pression des doigts. Shi, c'est doigt, atsu, ça veut dire pression. Alors vous me direz, pression des doigts, ça veut tout et rien dire. En effet, je peux appuyer sur un interrupteur avec un doigt, je peux enfoncer un clou, entre guillemets, une punaise. Ça définit tout un tas de techniques, tout un tas d'impacts que l'on peut avoir et dont on va parler. Sur la diapo suivante, maintenant, qui va venir, voilà. Je vous ai mis une belle photo du Japon justement qui est sous la neige. Donc c'est une porte japonaise qui vous permet justement d'entrer dans un monde qui est assez mystérieux. Et là, je vous invite à rentrer dans le monde du shiatsu. Alors il faut savoir que le shiatsu, c'est une médecine qui est manuelle au Japon. C'est une médecine là-bas. En France, ce n'est pas considéré comme une médecine. En effet, c'est une technique qui est assez récente en France et même en Europe. Donc au Japon, elle est reconnue par un diplôme d'État et notamment par le ministère de la Santé. Donc ensuite, alors, au niveau de l'Europe, l'Europe a si vous voulez, une législation qui permet, qui prévaut sur la législation nationale. Et l'Europe a déclaré que le shiatsu est une médecine non conventionnelle qui est digne d'intérêt. Ça a été noté dans un rapport en 97. Et ce même rapport a permis la reconnaissance de différentes techniques telles que l'ostéopathie, la chiropraxie ainsi que l'homéopathie. Et nous espérons actuellement, au niveau du shiatsu, avoir cette reconnaissance. Pour cela, nous lançons des études qui sont de qualité médicale, hein, qui sont même développées par des médecins, pour obtenir cette reconnaissance. Actuellement, malheureusement, nous ne sommes reconnus que par le ministère du Travail. C'est pour ça que nous devons faire très attention, par exemple, à notre vocabulaire. Donc, s'il m'arrive de fourcher et d'utiliser le terme de patient, vous m'excuserez, c'est ma formation de kiné qui me permet de dire le terme de patient, mais normalement, en tant que spécialiste en shiatsu, je suis amené à parler de client, malheureusement, et non de patient. Sur la diapositive suivante, alors, donc le shiatsu est reconnu en France. Il est reconnu en France grâce à un syndicat. C'est un organisme qui est reconnu par l'État et c'est au travers de lui que nous avons obtenu un titre professionnel, donc un titre RNCP, c'est celui de spécialiste en shiatsu. En France, il n'y a que deux titres qui reconnaissent le shiatsu, mais le seul qui reconnaisse la profession de spécialiste en shiatsu, c'est le syndicat des professionnels de shiatsu.
Vous pouvez reconnaître en France, donc on le voit sur la diapo suivante, il y a d'autres fédérations telles que la Fédération française de Shiatsu par exemple, que vous allez reconnaître le logo sur la diapo suivante. Vous avez aussi l'UFPST, l'Union française du Shiatsu thérapeutique. Tout ça, ce sont des organismes qui ne sont pas reconnus par l'État, ce sont des associations de loi 1901. La seule qui reconnaît, donc qui est reconnue officiellement, c'est le syndicat des professionnels du shiatsu, donc qui reconnaît, la profession s'appelle spécialiste en shiatsu. Donc ça, c'est pour le côté administratif. Donc maintenant, on va passer des choses un petit peu plus intéressantes que l'on va aborder suivant l'écran. Suivant. Voilà. Alors en France, vous avez peut-être entendu parler du shiatsu au travers, par exemple, des journées nationales du shiatsu. Vous avez peut-être rencontré des événements où on vous a présenté du shiatsu sur chaise, etc., dans des écoles, etc. Il existe différentes sortes de shiatsu et il faut savoir que tous les shiatsu ne se valent pas. Le but est quand même d'apporter un effet que je dirais quasi médical. Oups, ma langue a fourché. Mais dans ce cas-là, nous associons quand même aux autres fédérations, donc associations, pour essayer d'obtenir un partenariat de grande ampleur pour faire connaître le shiatsu en France. Sur la diapo suivante. Alors, le shiatsu, comme je vous ai dit, c'est un métier, c'est carrément une profession, c'est pas simplement une technique. C'est une formation de 3 ans minimum. On a des connaissances donc en anatomie et en physiopathologie, c'est-à-dire en anatomie la formation du corps, en pathologie, c'est-à-dire comment le corps va se dérégler. Nous avons des connaissances en MTC. Alors la MTC, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Alors, je reviendrai sur qu'est-ce que la médecine traditionnelle chinoise pour vous expliquer après ce que nous en attendons justement au niveau de la spondylarthrite ankylosante. Nous avons aussi de la diététique. Alors attention, ce n'est pas la diététique non plus qu'apprennent par exemple les diététiciennes ou les nutritionnistes. Et nous apprenons aussi le shiatsu ainsi qu'une autre forme de doin dont vous parleront les organisateurs tout à l'heure par rapport à des tutos. Et tout ça, ça nous amène au passage du titre professionnel, donc qui est enregistré au niveau du registre national de la certification professionnelle, qui est donc le RNCP. Sur la suite. Alors, le shiatsu, vous allez le découvrir. Donc, c'est une pratique, comme je vous l'ai dit, qui est méconnue, mais qui se développe pas mal en France. Comme je vous ai dit, il faut faire attention, tous les shiatsu ne se valent pas. Vous pouvez trouver des personnes qui pratiquent le shiatsu après simplement une demi-journée de formation, voire 5 heures ou une journée de formation, contre une formation complète qui dure, comme je vous ai dit, 3 ans minimum. En France, reconnu par l'État, il y a à peu près 700 spécialistes, donc 700 professionnels qui ont donc le niveau requis, et il y a à peu près 34 centres de formation, ça c'est au dernier recensement, centres de formation qui sont reconnus par le syndicat des professionnels. Qu'est-ce que la définition du shiatsu? Donc le shiatsu, c'est la définition japonaise. Donc c'est une forme de manipulation exercée à l'aide des pouces, des doigts et des paumes, sans recours à un instrument mécanique ou autre, par application d'une pression au niveau de l'épiderme, afin de corriger dysfonctionnements internes et d'améliorer et préserver la santé. Ça, c'est la définition japonaise. Donc, pour vous expliquer, une manipulation, c'est quoi? C'est je vais faire un geste sur votre corps dans le but d'obtenir un effet. Pour cela, je vais utiliser différentes parties de mon corps, par exemple les pouces. Ce seront beaucoup des techniques exécutées avec les pouces. Avec les doigts, globalement, ce seront ce qu'on appelle des empaumements. Nous aurons un effet plus global. Par contre, il n'y a pas du tout d'utilisation mécanique. En effet, nous allons, grâce à nos doigts, être très à l'écoute de ce qui se passe sous nos doigts, c'est-à-dire des réactions au niveau de la peau, au niveau des muscles, des tendons, des articulations, etc. Je vais vous décortiquer aussi le principe d'action du shiatsu et pour voir pourquoi je vais vous parler de l'épiderme. En ce qui concerne les dysfonctionnements internes, le shiatsu va intervenir dans pas mal de domaines. Alors une précision en effet, le shiatsu n'est pas un massage. Un massage, c'est un pétrissage et on va chercher juste un effet vasculaire, par exemple, ou de détente musculaire. Le shiatsu, c'est toute une combinaison d'effets avec toute une logique que l'on ne trouve pas dans le massage. Donc, j'insiste bien sur le fait que le shiatsu n'est pas un massage.
Ça peut être des pressions qui sont faites avec le pouce, comme vous voyez sur l'image, ou avec la main. On peut se servir du coude quand, dans certaines situations, le muscle nous résiste. Nous sommes amenés aussi à faire des étirements, même des vibrations, voire des percussions. Ensuite, au niveau de la pratique traditionnellement se fait sur un futon, donc c'est l'image que vous voyez en haut à gauche. Donc sur un futon, c'est-à-dire c'est un matelas japonais qui se fait au sol, c'est beaucoup plus pratique pour nous au niveau de la pratique, car on va se servir du poids du corps pour essayer d'avoir un ajustement des pressions, c'est-à-dire des pressions qui sont dosées. C'est plus difficile de le faire sur table, ça s'exécute, mais tout le monde n'est pas apte à le faire sur table, c'est moins pratique et nous avons sur nous des petits soucis au niveau des épaules, par exemple, quand nous faisons ça. Après, ça peut se faire sur chaise. La pratique sur chaise, on le voit par exemple comme dans les aéroports, mais ça, c'est pas du shiatsu, ça va être une technique qu'on va appeler du hanma, et c'est plus réducteur. Sur le chaise, par exemple, je vais travailler uniquement sur la colonne vertébrale, mais la personne ne va pas pouvoir se relâcher complètement. J'aurai plus de mal à travailler au niveau des jambes et au niveau des bras. Au niveau ensuite de la durée, donc la durée, ça peut dépendre déjà premièrement du temps que la personne nous permet d'avoir. Une personne peut réserver une séance pour 30 minutes par exemple ou une séance pour 1 heure. Ça peut être tout simplement parce qu'elle veut qu'on prenne plus de temps. Après, c'est à nous quand même de décider de la durée de la séance. En général, les personnes demandent 1 heure. Nous ferons des choses qui seront plus poussées, si vous voulez, qui seront plus profondes au niveau de notre capacité de prise en charge durant 1 heure. Ça nous permet aussi d'être plus à l'écoute et voire même d'affiner le bilan que nous allons faire. Je vous ai dit au début de cette session qu'il y avait plusieurs shiatsu. En effet, là, vous avez des noms très sympathiques. C'est très bien de connaître ces noms si vous voulez faire un Scrabble aussi. Vous allez voir que la lettre K, ça compte beaucoup. Donc, vous allez avoir Monsieur Namikoshi, vous allez avoir du Ko, du Masunaga, Kuretake, Hara, Kinsei Setai, etc. Tout ça, ce sont des styles différents. Qu'est-ce que c'est qu'un style à la base? Il faut savoir que le shiatsu peut avoir différents effets. Pour la petite histoire, c'est Monsieur Namikoshi qui a créé le shiatsu et bien sûr, Monsieur Namikoshi a décidé d'enseigner le shiatsu à différentes personnes, donc des disciples. N'oubliez pas que nous sommes au Japon, donc on peut parler des disciples. Chacun y a été de sa sensibilité, de ses connaissances de base et donc a eu des affinités avec tel aspect du shiatsu, ce qui a permis de créer différents courants. Sur la diapositive suivante, vous allez voir que nous pouvons intéresser différents appareils. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un appareil? Nous, en anatomie, un appareil, je vais vous parler par exemple de l'appareil respiratoire, de l'appareil cardiaque, de l'appareil digestif, urinaire, etc., etc. Donc, en effet, chaque technique va avoir des affinités. Par exemple, si je vous parle de la technique de base de Namikoshi, c'est une technique qui va être plutôt à visée musculaire, par exemple, voire vasculaire. Vous pouvez avoir le Ko-o, qui elle va être plutôt neurovégétative et qui va être surtout basée sur le raisonnement que l'on a en médecine traditionnelle chinoise. Vous avez le Kuretake, qui est une technique qui est musculaire-vasculaire. Vous avez le Kinsei Setai, qui va lui jouer plutôt sur la posture. Alors quand je dis la posture, par exemple, sur la photo que vous avez en haut à gauche, vous pouvez remarquer une personne vue de profil qui a une posture différente. La première posture est la posture idéale, puis vous voyez que la deuxième, on se retrouve avec une hypersyphose, donc un dos qui est rond suivi de lombaires qui sont très creuses, la personne est penchée en avant, etc. Ça, ce sont des désordres posturaux que nous pouvons corriger avec une version du shiatsu, le Kinsei Setai. Voilà plus ou moins les différentes formes. Il y en a bien d'autres qui sont très intéressantes. Quand vous allez consulter un spécialiste en shiatsu, il n'est pas rare du tout que l'on combine ces différents styles de shiatsu. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors,
Nous allons avoir principalement quand même 2 courants. Quand je vais utiliser le terme de 2 courants, c'est-à-dire que le shiatsu va avoir 2 finalités. La première finalité, qui est commune à tous les styles, ce sera d'abord la relaxation. On appelle ça plutôt le shiatsu familial, c'est-à-dire que c'est un protocole que je vais faire. Mon shiatsu va commencer d'une façon et il va se poursuivre tout le temps de la même façon chez tout le monde. Comme ça, en fait, on va dire qu'on l'unifie, on uniformise le fonctionnement du corps. Bon, c'est ce que l'on fait pour se relaxer simplement. Après, vous avez un courant qui va être plutôt d'accompagnement à la santé. C'est-à-dire que je vais faire un bilan, comme je vous ai déjà dit, et je vais, d'après ce bilan, décider de ce que je vais faire. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un kata, c'est-à-dire un enchaînement sur la personne et qui va être adapté de façon idéale à la personne. Donc, 2 courants. Le shiatsu de relaxation, vous pouvez par exemple le trouver plus vers ce que l'on a dans les instituts de beauté. Ce n'est pas que le shiatsu sera mauvais, mais simplement on n'aura pas un shiatsu d'accompagnement à la santé. Ce sera un shiatsu de bien-être. Par contre, pour un accompagnement à la santé, il est très fortement conseillé d'aller voir quelqu'un qui est formé complètement. Donc, je vous orienterai plutôt vers quelqu'un qui est spécialiste en shiatsu. Voilà, quels sont les principes de fonctionnement? Donc vous voyez sur les 2 photos, nous allons avoir par exemple à gauche un mannequin que l'on retrouve dans l'utilisation, dans la pratique de la médecine traditionnelle chinoise. Et dans la photo de droite, vous allez voir des points, par exemple des points que l'on trouve dans la technique de Namikoshi. Ce sont des points qui font référence à des points musculaires, par exemple, ou des terminaisons nerveuses. Donc, quels sont les principes? Nous allons les voir maintenant. Alors, si je parle maintenant de la médecine traditionnelle chinoise, je ne vais parler par exemple que d'acupuncture. C'est une technique, si vous voulez, où on va poser des aiguilles sur certains points. Le shiatsu n'est pas une pose d'aiguille. On va s'appuyer sur des connaissances, sur un raisonnement que l'on voit en médecine traditionnelle chinoise. On va se baser dans le shiatsu aussi sur des connaissances qui relèvent de la chiropraxie. La chiropraxie, entre guillemets, pour simplifier, c'est une forme d'ostéopathie. Donc nous allons combiner ces 2 connaissances pour former le shiatsu. Alors, je pourrais vous expliquer ce que c'est que la médecine traditionnelle chinoise, mais dans ce cas-là, ça reviendrait à vous parler de notions que je qualifierais d'énergétiques. C'est plus facile pour nous de parler d'énergie plutôt que de parler d'un muscle, d'un tendon. En fait, si je vous parle d'éléments, par exemple, vous voyez qu'il y a un diagramme à droite de votre écran, un diagramme où vous avez le bois, le feu, la terre, l'eau, le métal. C'est un système de classification qui est basé sur l'observation de la nature avec une influence d'éléments sur l'autre. Donc, par exemple, je peux avoir la respiration qui est dans le métal, qui va influencer le fonctionnement des muscles, qui est dans le bois, etc. Donc, nous avons une capacité à raisonner, à faire des liens entre le fonctionnement des organes, entre le fonctionnement des différents tissus, etc., entre la nutrition, entre les défenses immunitaires, etc. Nous faisons des liens, ce qui fait que nous allons avoir une prise en charge globale dans le fonctionnement du corps. Alors, on peut très bien parler d'énergie, mais si vous voulez, je vous rappelle que la médecine traditionnelle chinoise a été créée du temps où il n'y avait pas de microscope, et donc c'est plus facile pour eux de parler d'énergie il y a 3000 ans, par exemple, que maintenant où nous pouvons parler d'hormones, de système nerveux, etc., etc. Donc, nous nous basons sur la médecine traditionnelle chinoise, mais nous nous basons aussi sur d'autres choses. Donc là, vous voyez à l'écran maintenant la classification de ces différents éléments. Vous voyez que dans un élément, on va associer une saveur, un goût, une orientation, donc un point cardinal. Nous allons associer des organes, des tissus, tels que les ongles, les muscles, etc., mais aussi différentes émotions. Et je peux vous le dire par expérience, c'est totalement imparable. Et là, franchement, les Chinois m'ont bluffé de ce côté-là. Dans la diapo suivante, voilà.
Maintenant, nous allons chercher à adapter en fait la séance de shiatsu à la personne. Pour cela, nous allons commencer par vous poser des questions. Ces questions, tout simplement, ne serait-ce que de connaître l'âge de la personne, ça nous permet d'avoir une idée. Nous ne traiterons pas de la même façon une personne qui a 18 ans qu'une personne qui aura 60 ans. En effet, il y a tout un vécu derrière avec des maladies, des pathologies, des aléas de la vie, etc., dont nous allons devoir tenir compte parce que ça va définir en fait l'évolution de la personne. Donc ça, c'est pour un questionnaire. Nous allons demander des renseignements administratifs qui aussi nous apporteront quelques renseignements tels que la situation professionnelle. Et oui, une profession assise n'aura pas le même impact qu'une profession debout, par exemple. Et nous allons donc éplucher ce bilan. Il n'y a pas que le questionnaire, nous allons aussi faire d'autres observations. Alors, nous allons par exemple écouter la façon que la personne a de parler, si elle parle rapidement par exemple, si elle parle fort ou si elle a une voix qui est faible, si elle est enrouée, ça nous donnera des renseignements. Nous allons observer sa gestuelle, donc comment elle bouge, comment elle rentre dans le cabinet, si elle a des tics, ce genre de choses. Nous allons observer aussi son morphotype. Le morphotype tel qu'il est sur l'image du bas, nous avons un morphotype, je dirais, moyen, où les personnes sont relativement proportionnées, mais nous pouvons avoir des personnes qui sont plus fines, qui peuvent être plus massives, etc., avec des caractères androgynes ou des caractères gynoïdes, etc. Donc, tous ces renseignements, toutes ces observations vont nous donner autant de renseignements, mais pas que. Dans la diapo suivante, voilà. Nous allons aussi, donc sur cette image de Vinci, nous allons aussi regarder l'aspect physique. Donc l'aspect physique, c'est ce que je vous ai observé, mais aussi des questions qui vont être sur le fonctionnement. Nous allons vous demander comment fonctionne votre appareil digestif au travers de différentes questions, comment fonctionne votre appareil respiratoire. Nous allons observer la couleur de votre peau, par exemple, la forme de vos ongles, etc., etc. Vous verrez que le bilan est très poussé, mais nous poserons aussi des questions sur votre fonctionnement mental. En effet, ça nous donnera de grandes informations. Ce que nous appelons le fonctionnement mental, c'est par exemple votre concentration, votre mémoire, votre capacité d'analyse, mais nous verrons aussi les émotions. Nous séparons bien ces deux côtés, en fait, le mental et les émotions telles que la colère, la tristesse, etc. Et ça nous permettra de renforcer et éventuellement de voir l'impact du mental, de vos émotions sur votre organisme. Nous allons aussi regarder votre milieu, le milieu dans lequel vous vivez. En effet, si vous vivez dans un milieu entre guillemets où vous n'avez pas accessible le cliché par exemple aux produits bio, c'est vrai que nous nous poserons la question par rapport à de probables intoxications, voire intoxinations liées par exemple à des pesticides. Donc ça peut jouer. Nous regarderons aussi l'environnement social parce que ce sera pas la même chose. Par exemple, si vous vivez seul, vous êtes obligé de faire tout à la maison, ou alors si vous êtes accompagné ou si vous vivez dans un milieu qui va être entre guillemets surpeuplé, vous vivez à 5 dans un studio de 40 mètres carrés, il est vrai qu'au niveau de la gestuelle, par exemple, ce sera pareil, ce sera pas la même chose au niveau, par exemple, de votre capacité, des produits que vous utilisez, etc., du stress que cela va engendrer. Au final, nous allons faire donc une synthèse de tout ça que nous voyons sur la diapo suivante. Donc, nous faisons un récapitulatif donc, entre ce que nous voyons avec l'image de Vinci, l'aspect physique, ce que nous déduisons de ces éléments que nous réintroduisons dans la médecine traditionnelle chinoise. Et le but de tout ça, ça va être d'obtenir en gros une vitalité de l'organisme, donc une approche de la santé, un mieux-être. Alors attention, je ne dis pas un bien-être. Pour moi, un bien-être, ça va être un statu quo. Voilà. Par contre, l'intérêt de venir nous voir, c'est d'obtenir un mieux-être. Nous allons faire en sorte aussi qu'au niveau émotionnel mental, vous soyez optimaux, on va dire, que le corps fonctionne ainsi que l'esprit. Le but, en fait, est de synchroniser tout ça. Tout ça, c'est bien beau. Comme vous allez voir à la diapositive suivante, c'est un équilibre qui est très précaire. En effet, c'est quelque chose qui est très difficile. Vous allez venir nous voir le jour J, nous allons faire une séance, mais entre deux séances,
Vous allez avoir votre vécu, vous aurez bu, vous aurez mangé, vous aurez respiré, vous aurez rencontré du monde et forcément, vous aurez eu un impact, vous subirez des conséquences par rapport à tout ça. Conséquences qui ne sont pas forcément négatives et nous devons tenir compte à chaque fois de tout ce qui s'est passé entre les différentes séances. Donc, nous allons avoir un équilibre qui est très précaire. Nous essayons de faire, comme je dis tout le temps, nous essayons de faire 2 pas en avant et même s'il y a un pas en arrière, nous aurons quand même au final progressé. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser principalement? Alors là, c'est un résumé, si vous voulez, d'un fonctionnement corporel. Pour qu'un organisme déjà soit en équilibre, il y a juste deux, entre guillemets, deux choses principales qu'il ne faut surtout pas déstabiliser. Déjà, premièrement, un organisme, il a besoin de vivre, c'est-à-dire qu'il a besoin d'être nourri. Pour cela, nous avons un appareil digestif, nous avons un appareil respiratoire et nous avons un système circulatoire donc qui permet de faire circuler et nous avons aussi des systèmes qui permettent d'éliminer les déchets qui sont produits naturellement par notre organisme, mais aussi des déchets qui relèvent de l'alimentation ou d'un dysfonctionnement aussi de notre organisme, donc une détoxification. Nous avons aussi besoin d'un troisième élément, c'est de faire en sorte que l'environnement dans lequel nous vivons, au niveau mental psychique, soit le plus calme possible. Nous allons voir dans la suite, en fait, quel est l'impact du mental sur notre organisme. Donc ça, ce sont des notions de base. Il faut que le corps soit nourri, qu'il soit justement défendu, si vous préférez, qu'il ait une bonne élimination et qu'il ait un esprit qui soit calme. Sinon, nous allons avoir des répercussions. Ici, sur le schéma, vous avez, par exemple, des exemples justement d'accumulation de toxiques, donc d'agressions, qui peuvent avoir, par exemple, sur le cerveau, entraîner des pertes de mémoire, des troubles de la vision, au niveau digestif, ça peut vous donner des reflux gastriques, etc. Donc, ça peut avoir des impacts organiques qui vont influencer à distance ou sur le long terme tout le fonctionnement de notre organisme. Le but du shiatsu, c'est de limiter l'impact de toutes les agressions. Donc, en résumé, nous allons demander aux personnes de manger correctement, d'où le monsieur, le chinois avec ses baguettes. Nous allons vous demander de bien éliminer le bébé sur le pot, mais nous allons vous demander aussi d'essayer de chercher un équilibre, donc d'essayer d'améliorer votre situation, en gros, de vous faire suivre par rapport à ça. En effet, nous pouvons vous aider, mais nous avons des limites par rapport à ce que nous pouvons faire. Quand nous avons un organisme qui présente un trouble fonctionnel, nous pouvons espérer faire un retour en arrière à 100%. Par contre, quand nous avons un problème lésionnel, c'est-à-dire qu'un tissu est abîmé, quel qu'il soit, le tissu va cicatriser et nous allons garder cette cicatrice. Donc, nous avons cette limite, l'organisme gardera toujours une cicatrice. Donc maintenant, comment ça va fonctionner tout ça? Comment nous allons agir? Sur la diapo suivante. Alors, nous allons agir par exemple sur le système nerveux sympathique. C'est-à-dire que le système nerveux sympathique, donc là il vous est présenté, vous allez avoir le système nerveux parasympathique à la diapositive suivante. C'est un système nerveux, dont on va reparler après, qui permet de réguler la bonne santé de l'organisme. Donc, si vous voulez, c'est un système nerveux réflexe. Et en shiatsu, nous allons pouvoir agir dessus. Le système nerveux sympathique, c'est celui de l'activité. Donc, nous pouvons justement travailler, optimiser les fonctions locomotrices, par exemple. Le système, au contraire, parasympathique, qui est sur la diapo suivante, lui va favoriser le repos de l'organisme, mais aussi favoriser le système digestif, donc le système de nutrition. Ce sont deux systèmes qui sont en permanence en action, justement pour obtenir un équilibre. Donc, par exemple, pendant la journée, vous êtes plutôt avec le mode sympathique en action, et pendant la nuit, vous êtes plutôt sur le mode parasympathique. Alors, le mode sympathique, c'est le système avec l'adrénaline. L'adrénaline, c'est quelque chose
de bien, mais c'est quelque chose qui justement peut être nocif sur le corps à long terme. Donc nous allons plutôt travailler quand même sur le parasympathique. Donc en résumé, le shiatsu, c'est la médecine traditionnelle chinoise et la chiropraxie. Donc nous allons travailler sur le système nerveux, sur le système vasculaire, organique et aussi sur l'appareil locomoteur dans le but en fait d'avoir la meilleure santé possible. Tout cela, nous allons le faire justement grâce à des pressions digitales que nous exerçons ou comme en haut à droite sur des points qu'on appelle des tsubo, donc des points d'acupuncture, ou comme on le voit en haut à droite sur des points qui sont musculaires, vasculaires, etc. C'est une cartographie là simplifiée de tout ce qui peut être fait. Alors, nous accompagnons aussi notre séance de shiatsu par les conseils de diététique, alors la diététique chinoise. Nous accompagnons aussi sur des conseils de posture, d'étirement, d'exercice, car nous avons aussi le Do-in, qui est une version d'auto-shiatsu, chose que l'on peut faire à la maison, donc, ou en vidéo, où nous vous éduquons par rapport à ça, où nous vous conseillons par rapport à votre bilan, si conseillons un peu plus de position assise, debout, etc. Voilà, nous avons aussi d'autres aspects dans notre pratique. Alors, à quoi sert le shiatsu principalement? Alors, nous en servons pour les problèmes articulaires, par exemple, pour des problèmes qui sont inflammatoires. Articulaire, ça peut être un problème très local, ça peut être un problème sur la totalité de l'organisme, tel que dans les polyarthrites. On s'en sert pour les problèmes neurologiques, pour les problèmes hormonaux, par exemple, pour les problèmes qui relèvent de l'esprit, donc tout ce qui est trouble de la concentration, le sommeil, etc., mais aussi au niveau immunitaire. Nous allons voir qu'il y a différents facteurs qui vont venir déstabiliser le système immunitaire. Euh, donc, en fait, nous avons une application qui est quand même très, très large. Voilà. Donc, nous allons aussi travailler sur des cellules, des secteurs dans le cerveau que nous appelons des noyaux gris. C'est le système limbique, justement, et qui est le système nerveux végétatif. Alors, quand est-ce que l'on consulte? On consulte en général quand on a l'apparition de premiers signes. Alors, c'est vrai qu'en général, les personnes viennent nous voir dès le départ parce qu'ils ont des signes. On leur a dit qu'éventuellement, on pouvait faire quelque chose, ou alors, malheureusement, c'est parce que les gens sont, je vais dire, désespérés. Ils ont eu recours à toutes les techniques et ils ne savent plus vers qui se tourner. Il faut juste savoir qu'en fait, il faut quand même prendre quelques précautions, savoir si la pratique du shiatsu peut être faite ou pas. Il y a quand même quelques contre-indications. Par exemple, en cas de fièvre, on contre-indiquera la pratique du shiatsu parce que si la fièvre est due à une infection, nous pouvons disséminer le germe. Donc, par exemple, ou dans les cas de cancer, on dissuadera la personne de faire des séances de shiatsu parce qu'il y a risque quand même de migration et de métastases. Donc, il faut demander l'avis quand même du médecin. Alors, toujours pareil, comme je vous ai dit, pour l'instant, le shiatsu n'est pas reconnu par le ministère de la Santé, il est reconnu par le ministère du Travail. Donc, ce n'est pas considéré actuellement comme une technique médicale. Alors, maintenant, on va parler du shiatsu et de la spondylarthrite ankylosante parce que c'est pour ça donc, que vous êtes ici. Donc, j'ai repris la définition que donne l'association France Spondylarthrite. La spondylarthrite ankylosante est avant tout une maladie inflammatoire chronique de la colonne vertébrale et des articulations. Elle est liée à un dérèglement des défenses naturelles, donc des défenses immunitaires de l'organisme, et cela entraîne inflammation quasi permanente de certaines articulations de la colonne vertébrale et notamment du bassin, surtout localisée par exemple au niveau des articulations sacro-iliaques. Donc ça, c'est la définition de la spondylarthrite ankylosante. Dans cette définition, nous avons beaucoup d'éléments que nous allons décortiquer pour vous montrer que le shiatsu peut jouer sur tous les aspects de la spondylarthrite ankylosante. Alors, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie auto-immune. Donc, il y a déjà une notion de terrain de prédisposition que l'on peut rencontrer lors d'une analyse de sang. On peut voir si vous avez le facteur HLA-B27. Et dans ce cas-là, on est sûr que vous aurez une spondylarthrite ankylosante. Il y a des facteurs qui sont déclenchants.
Alors, c'est très important, c'est pour ça que j'ai noté facteurs déclenchants, facteurs aggravants sur la diapositive. Les facteurs déclenchants peuvent être d'origine infectieuse, c'est-à-dire que vous avez été en contact avec un germe et il y a une mauvaise reconnaissance de l'organisme de ce germe et qui va donc du coup se tromper et reconnaître vos propres cellules comme un corps étranger et donc il va les attaquer. Après, vous avez des facteurs émotionnels, c'est-à-dire qu'une émotion peut déstabiliser votre système nerveux végétatif, on verra après comment, et donc, du coup, déclencher par une médiation humorale, par une médiation hormonale et neurologique, déclencher un système immunitaire qui va devenir déficient. Il y a des facteurs environnementaux, par exemple, c'est-à-dire que vous pouvez consommer de l'eau, des produits, des aliments qui vont contenir des métaux lourds et qui vont perturber votre système immunitaire. C'est une évolution qui va être par poussée, et donc, qu'est-ce qui va déclencher les poussées? Ben, la même chose que les facteurs déclenchants. Mais nous ne ferons pas la même chose durant les poussées que durant les périodes hors poussée. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que c'est là que nous allons voir l'impact de nos séances sur les personnes. En effet, lors de nos séances, nous devons obtenir un espacement des poussées. Sinon, ça veut dire que le traitement que nous menons n'est pas bien mené. Les poussées peuvent être aussi, justement, aggravées par des facteurs mécaniques dont nous allons reparler. Bien sûr, il y a des facteurs qui sont aggravants. Donc, par exemple, quand nous allons avoir une poussée, nous allons avoir mal et nous allons adapter une posture qui va être inadaptée. Cette posture va nous soulager au niveau de la douleur, mais par contre, malheureusement, elle va déformer notre colonne. Donc, ça va déséquilibrer ça, le terrain, donc l'ensemble de la mécanique. Il s'agit d'une inflammation des anthèses. Donc, les anthèses, ce sont ce sont les structures qui forment l'articulation. Donc, nous allons avoir les ligaments, les tendons, etc., la capsule, la synovie. Tout ça, ça va être des éléments qui appartiennent à l'articulation, qui vont du coup se dégrader et le contrôle articulaire ne va pas se faire correctement. Cela va entraîner des douleurs, des raideurs articulaires, c'est-à-dire que l'inflammation, c'est un phénomène qui détruit quand même des tissus. Et le tissu est en cicatrisation du coup constante. Qui dit cicatrisation dit un tissu fibreux qui se crée. Mais malheureusement, ce tissu fibreux n'aura pas du tout les capacités d'un tissu normal. Donc ce tissu va petit à petit raidir les articulations. Dans l'organisme, nous n'avons rien de plus solide en fait que l'os. Du coup, nous allons avoir une ossification de ces tissus. Autre symptôme que nous allons avoir, c'est une fatigue qui va être générale. Après, bien sûr, on le rencontre dans certains types de spondylarthrite. Nous pouvons avoir des atteintes organiques, telles qu'au niveau des yeux, par exemple, une uvéite, des atteintes intestinales, rectocolites, pardon, ainsi que des atteintes cutanées, etc., etc. Alors, quels sont les traitements? Donc, je pense que vous les connaissez. Nous allons avoir des traitements qui vont être chimiques, par exemple. Nous allons avoir des médicaments dits symptomatiques que l'on va donner lors des poussées, donc des anti-inflammatoires. On joue sur l'aspect, on essaie de diminuer l'inflammation. Des antalgiques pour essayer de diminuer le ressenti de la douleur, mais on peut avoir aussi des corticoïdes. On va avoir des traitements de fond qui, eux, vont plutôt s'intéresser à la cause. Donc, la cause est un problème immunitaire, donc tous les médicaments joueront dessus. Il y a d'autres types de traitements, des traitements qui sont plutôt physiques. Alors, par exemple, en kiné, on vous fera des exercices de gymnastique pour essayer d'entretenir la mobilité, de développer la force, pour justement, si vous avez de la force, vous aurez plus de capacité à maintenir votre colonne vertébrale en position. Mais cela a des inconvénients sur lesquels on va revenir. On peut obliger une personne à porter un corset parce que les muscles ne la portent plus, l'articulation va trop déformer et ça peut entraîner des compressions viscérales. On peut même aller faire de la kiné respiratoire pour essayer de mobiliser la cage thoracique, donc pour essayer d'entretenir cette mobilité. On peut faire de la physiothérapie par des applications de froid ou de chaud. On peut justement faire des injections locales de corticoïdes, on peut faire de l'ergothérapie pour essayer d'adapter l'environnement, de faire en sorte qu'il n'agresse plus la personne, pour essayer de limiter les agressions, et ça peut aller donc jusqu'à la chirurgie pour essayer de changer carrément l'articulation. Tout ça, ça s'accompagne d'une hygiène de vie, donc on essayait d'apprendre aux personnes atteintes à essayer de se préserver, de préserver leur articulation le plus longtemps possible.
Donc maintenant, par rapport au shiatsu. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une inflammation? Comme je vous ai dit, c'est une réaction c'est une réaction du système immunitaire, c'est-à-dire qu'elle est la même tout le temps. C'est une réaction à une agression, qu'elle soit interne ou externe, et on la trouve pour tous les tissus. Elle fait partie de l'immunité. Elle est favorisée en fait par l'environnement, par le quotidien, c'est-à-dire par des défauts, par des choses qui vont venir déstabiliser l'organisme. La sédentarité, nous sommes des animaux, nous sommes faits pour bouger. Donc la sédentarité, le fait de rester assis toute la journée, ce n'est pas une chose qui est normale. Il faut aider le sang à circuler et ça, nous allons voir quel est l'avantage. Nous avons besoin de manger correctement, nous avons besoin de toutes les classes d'aliments, nous avons besoin de certains aliments pour obtenir des antioxydants, pour préserver nos cellules, nous avons besoin d'aliments qui nous apportent une flore intestinale pour préserver nos intestins, etc., etc. Le retentissement va en fait de l'inflammation va impacter tout l'organisme. Au bout d'un moment, si ça dure, ça peut provoquer des troubles hormonaux, ça peut déclencher une obésité, des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Même au niveau mental, ça va tout perturber. Alors, quelles sont les manifestations? D'abord, dans les signes, et c'est pour ça que c'est très important au niveau de ces diapositives, je vous ai vraiment décortiqué pour vous expliquer en quoi le shiatsu va pouvoir agir. Déjà, vous allez avoir une rougeur. La rougeur, ça va être lié à une vasodilatation. Alors, c'est vrai que c'est pas très visible, par exemple, au niveau de la colonne vertébrale, parce que la colonne vertébrale, au niveau articulaire, c'est quand même assez profond. On le verra moins, par exemple, que sur un genou. Un genou, il est juste sous la peau, donc, bon, la rougeur, on ne la voit pas forcément, mais toute inflammation est basée sur une vasodilatation locale. Donc, ça permet d'augmenter la circulation du sang et donc ça permet d'évacuer cellules mortes et toxines, mais en même temps aussi d'apporter les nutriments. Il faut nourrir ces tissus, il faut essayer de les faire cicatriser. Et ça permet aussi d'amener des globules blancs qui vont permettre de manger, de phagocyter ces tissus morts. Deuxième facteur, c'est un œdème. Euh, pour que les tissus soient nourris, que les cellules soient nourries, vous avez besoin que les nutriments, enfin que les différents éléments sortent du sang et donc sortent du sang à travers les vaisseaux. Pour cela, ils sont en suspension dans du plasma et ce plasma va venir baigner les cellules. Et dans ce cas-là, nous aurons des échanges entre le plasma et les cellules qui vont prendre donc les nutriments et les cellules vont y mettre les déchets. Le plasma va réintégrer la circulation et donc du coup, nous allons avoir une circulation nutritive et défensive. Donc ça, c'est très important. Ce sont deux facteurs sur lesquels on pourra jouer. L'inflammation s'accompagne aussi de chaleur. C'est décrit aussi avec une douleur qui est souvent pulsatile. Ça dépend si nous sommes en crise ou si nous sommes plutôt en phase chronique. Et nous allons avoir une altération de la fonction de l'organe, c'est-à-dire que l'organe ne peut pas fonctionner normalement puisqu'il est congestionné, il est comprimé par la présence de cet œdème. En effet, un œdème va venir gonfler un tissu, ça va comprimer les petits vaisseaux, les capillaires. Alors, maintenant, nous allons voir quel est l'effet du shiatsu. Alors, quand nous faisons des pressions avec les doigts, que ce soit avec les doigts, la paume de la main, etc., déjà, nous allons comprimer les vaisseaux. Donc, c'est comme si nous appuyions sur un tuyau. Je pense que tout le monde a appuyé un jour sur un tuyau d'arrosage. Vous voyez que vous pouvez arrêter le flux. Dans ce cas-là, nous allons permettre de chasser le sang. Et quand nous allons relâcher, nous allons faire un appel de sang. Donc la chasse du sang va permettre de faire ce que nous appelons un drainage de la zone. Donc nous allons évacuer les toxines qui sont locales, les cellules mortes, ça va favoriser la détertion locale. Et quand nous relâchons, nous aspirons du sang qui est neuf, entre guillemets, un sang propre, un sang qui est riche en nutriments, riche en oxygène, et donc ça va aider la cicatrisation. Donc ça va être localement. Mais nous avons cet effet aussi à distance. En effet, si je fais des pressions, par exemple, au niveau de mon mollet, au niveau des muscles de mon mollet, je vais chasser le sang, mais même au niveau de la cuisse. Je peux donc avoir un effet qui va être localisé à distance. L'effet aussi de pression localement peut avoir un effet de chaleur. En effet, ça aide à la circulation du sang. Le sang, quand il stagne à un même endroit, on va assister à un refroidissement du membre, par exemple, de la zone. Si j'aide le sang à circuler, je vais avoir un effet, entre guillemets, d'échauffement, mais d'échauffement normal. Dans ce cas-là, chez les personnes qui ont des douleurs chroniques, elles seront plutôt friandes de chaleur.
Sur l'œdème, donc c'est le même principe. Cette fois-ci, je vais faire la pression va s'exécuter, mais elle va avoir un impact aussi en dehors des vaisseaux, donc sur les milieux que l'on appelle extracellulaires interstitiels. Donc je vais mobiliser ce liquide, ce plasma, et donc je vais permettre qu'il regagne plus facilement le système lymphatique. Donc ça, c'est pour le milieu extracellulaire, donc qui est en dehors du système lymphatique, mais en même temps, je ne peux pas écarter le fait que j'appuie sur les vaisseaux lymphatiques. Et dans ce cas-là, comme pour le système circulatoire, si je fais des pressions en amont, je vais chasser les liquides, et si je fais des pressions en aval de la zone à traiter, je vais permettre à la lymphe de retourner dans le système lymphatique et je vais essayer de le faire avancer. Donc, je peux avoir des pressions, comme on dit, à distance ou locales. Cet œdème va comprimer aussi les terminaisons nerveuses et une fois que la terminaison nerveuse est comprimée, ça peut générer de la douleur. Donc, le fait de retirer l'œdème, automatiquement, je vais retirer de la douleur. Cet œdème, comme je vous ai dit sur la diapo précédente, va comprimer les vaisseaux. Si j'enlève l'œdème, je décomprime les vaisseaux sanguins et donc j'ai une meilleure circulation. Au niveau de la douleur, alors la définition de la douleur, selon l'Association internationale pour l'étude de la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en termes d'un tel dommage. Ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle. En gros, ça veut dire que sensoriel, c'est basé sur des sens. Donc, vous êtes basé sur le toucher, par exemple, mais aussi sur la chaleur, mais aussi sur le chimique. Vous faites l'appel à des terminaisons sensitives neurologiques. Par contre, nous allons faire la différence entre la partie douleur et ce que nous appelons la nociception. La nociception, c'est vraiment l'information neurologique qui dit qu'il y a une agression. Tandis que la douleur, nous allons avoir la notion affective en même temps, c'est-à-dire le vécu de cette douleur. Donc il ne faut pas confondre douleur, où il y a le vécu, et la nociception, qui est la part objective en fait de la douleur, tandis que la douleur, c'est très subjectif. L'exemple que je donne fréquemment, une personne qui, par exemple, une maman marche dans la rue avec son enfant à la main, l'enfant manque de trébucher, à ce moment-là, la maman marche sur une punaise. Eh bien, si l'enfant trébuche à ce moment-là, la maman ressentira juste l'entrée de la punaise dans le pied. Par contre, si l'enfant n'est pas en situation de danger et que la maman marche sur la punaise, elle aura une douleur. Elle va avoir un aspect affectif de cette douleur. Donc, elle n'aura pas le même vécu, si vous voulez. La douleur, il ne faut pas oublier qu'elle est traitée au niveau du cerveau, donc au niveau de certaines structures cérébrales, ce qui fait que vous allez avoir une perception très subjective de la douleur. Nous allons avoir deux types de douleurs, une douleur qui va être dite aiguë et une douleur qui est chronique. La douleur aiguë, c'est un signal d'alarme en gros pour l'organisme, tandis que la douleur chronique, là, dans ce cas-là, nous n'avons plus l'agression. La douleur n'a plus lieu d'être, l'organisme est censé cicatriser, mais nous avons persistance en fait de l'inflammation qui va au-delà du phénomène de cicatrisation. Ça devient dans ce cas-là une maladie. Alors la nociception, je vous en ai parlé, c'est un processus qui est connu, qui est vraiment très codifié puisque c'est basé sur l'anatomie. Nous allons avoir la première partie, c'est la stimulation des récepteurs, c'est-à-dire par exemple le toucher. Le toucher, ça peut être un simple toucher, ça peut aller juste un toucher très important, très fort, ça peut être l'écrasement. Donc c'est la première. Après, nous avons la transmission de l'information grâce à des neurones. Ça peut même être via d'autres neurones, c'est-à-dire qu'il y a des relais. Puis après, ça va arriver au niveau du cerveau, il va y avoir une analyse. Et dans ce cas-là, le cerveau va déclencher une information. Cette information au niveau des récepteurs, elle peut être mécanique, comme je vous ai dit, le toucher, c'est la pression. Ça peut être la température, le chaud, le froid, mais ça peut être chimique, par exemple, tel que l'inflammation. Donc à partir de quel moment ça va devenir une sensation d'alarme? Tout simplement quand ça va dépasser un certain seuil de stimulation. Donc la stimulation, en fait, on peut avoir
un vécu identique, c'est-à-dire que je fais un appui d'1 kilo sur un doigt par exemple, tout le monde va ressentir cette pression de 1 kilo. Par contre, à force d'appuyer sur le doigt de façon 1 kilo, au bout d'un moment, le récepteur va se sensibiliser, c'est-à-dire que votre corps va commencer à percevoir cette pression comme anormale, comme dérangeante, comme douloureuse. Et dans ce cas-là, on a une sensibilisation. Elle peut se faire au niveau des capteurs, mais elle peut se faire aussi au niveau des différents relais, puisque je vous ai dit que l'information passe d'un neurone à l'autre. Donc, au bout d'un moment, à force d'envoyer des messages, les passages d'un neurone à l'autre peuvent devenir béants, et dans ce cas-là, nous avons ce phénomène de potentialisation. Du coup, pour une même intensité de nociception, le message peut être démultiplié au niveau du cerveau. Et dans ce cas-là, toujours pareil, le vécu de la douleur n'est plus le même. Alors, dans les douleurs chroniques, nous avons un syndrome qui est multidimensionnel, c'est-à-dire que nous avons des douleurs qui sont récurrentes, qui reviennent, et souvent, on parle de douleurs chroniques à partir du moment où le phénomène dépasse 3 mois. On le voit dans la spondylarthrite ankylosante, c'est un processus qui dure, je dirais, toute une vie. Alors, pourquoi nous obtenons des douleurs chroniques? C'est-à-dire que le traitement n'a pas suffi, par exemple, ou alors c'est lié à une pathologie bien particulière et que les tissus gardent une lésion. Dans ce cas-là, l'organe ou le tissu va perdre ses capacités fonctionnelles et ça va perturber les fonctions de la personne, les fonctions relationnelles, etc. On aura des répercussions au niveau psychologique, par exemple, et la personne, malheureusement, va commencer à se tourner vers différentes techniques, vers différents moyens de traitement, parce que justement, son vécu de la douleur peut devenir très dérangeant, très incapacitant. Et dans ce cas-là, ça peut aller jusqu'à des procédures médicales qui sont très invasives, alors qu'on peut éventuellement faire d'autres choses avant d'en arriver là. Le problème, c'est d'essayer de faire comprendre parfois à la personne que la mise en place d'un type de traitement peut prendre du temps. Il faut essayer de retirer la partie subjective de la douleur et ce n'est pas une chose facile. Alors pour cela, par exemple, dans le shiatsu, nous allons faire appel au gate control. Alors, pour vous simplifier la chose, quand vous vous cognez, le premier réflexe que l'on a, c'est de frotter la zone que l'on a cognée. Et bien, ce phénomène, c'est le gate control. En effet, c'est un phénomène où les fibres du tact, donc des fibres neurologiques, vont être plus rapides pour arriver au cerveau que les fibres qui véhiculent le message de la douleur. Donc, elles arrivent au même endroit, en gros, et le message du tact, donc du frottement, vont venir saturer la porte d'entrée et dans ce cas-là, le message de la douleur ne peut plus passer. En shiatsu, nous allons faire des pressions qui vont être répétées sur la zone, justement pour essayer de stimuler ce gate control et de sédater en fait le toucher. Le système nerveux autonome, je vous en ai déjà parlé, c'est le système nerveux végétatif, le système sympathique et parasympathique, c'est lui qui régule l'organisme, qui régule la fonction cardiaque, la respiration, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est, entre guillemets, basé sur des neurones sensoriels. Vous voyez, on recommence à rebondir à nouveau sur des informations. Donc, nous allons avoir justement la possibilité de jouer sur ce système nerveux grâce à des informations que nous allons envoyer notamment par le tact. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire des actions sur les différents organes grâce à des nerfs spécifiques que nous appelons des motoneurones. Et nous allons pouvoir influencer, par exemple, les contractions musculaires des viscères. Je vous ai déjà séparé et expliqué le parasympathique, c'est le système de repos qui fait travailler l'appareil digestif, et le sympathique, c'est le système de l'activité et qui inhibe, lui, la fonction digestive. Il fait appel à différents centres du cerveau, par exemple, mais aussi des centres qui sont situés au niveau du tronc cérébral, donc c'est au niveau du bulbe rachidien, tronc cérébral, etc. Ce sont différentes zones du névrax, donc de la, du système nerveux central, pardon. Nous allons avoir aussi des noyaux localisés dans la colonne vertébrale et notamment aussi au niveau lombaire. Donc ce sont des zones qui vont contrôler, qui vont coordonner. Bon, chacun a un rôle, mais ce qui est important notamment de relever, c'est que les centres au niveau du cerveau
sont liés au système émotionnel, au système limbique. Il y a une très forte coordination avec les émotions. Donc, une émotion peut très bien nous accélérer le transit ou au contraire nous le bloquer. Donc, nous allons aussi jouer sur le système nerveux autonome. On peut avoir des réactions justement qui sont provoquées par des informations douloureuses, comme je viens de vous expliquer. Donc, ça peut être des informations internes, comme des informations cutanées qui peuvent déclencher des réactions. Donc, dans ce cas-là, nous aurons des réactions qui seront déclenchées plutôt au niveau de la moelle épinière, donc dite spinale. Dans ce cas-là, c'est plutôt le gate control qui va intervenir pour sédater, ou nous aurons des réactions qui seront plutôt d'origine centrale. Et dans ce cas-là, on va plutôt jouer au niveau justement réflexe. On va essayer de calmer, de réguler ce système nerveux. On va travailler plus sur le sympathique et le parasympathique que sur le gate control. Donc en shiatsu, on va avoir, pour travailler sur le parasympathique, on va avoir des pressions. C'est-à-dire que le gate control, c'est plutôt la pression en elle-même qui va être importante, tandis que pour travailler sur le système nerveux, on va avoir des pressions qui vont être régulières. Elles vont être régulières, mais elles pourraient être plus rapides sur certaines zones, ou au contraire plus lentes, ou alors elles seront dites neutres, c'est-à-dire elles auront toujours le même rythme. Tout ça dans un but de tonifier ou au contraire de calmer. Et dans ce cas-là, là, nous allons pouvoir influencer. C'est le principe justement en médecine traditionnelle chinoise des points d'acupuncture où l'on va avoir par exemple des stimulations. Donc du coup, on va pouvoir influencer la douleur, l'inflammation, les émotions, on va pouvoir booster certains fonctionnements organiques. Au niveau des articulations, on va pouvoir justement bouger les articulations par les pressions. Si je fais une pression en mettant les mains d'une certaine façon, je peux bouger mes articulations. Donc, je peux faire des glissements qui vont permettre de faire circuler la lymphe, donc de nourrir les cartilages, par exemple. Je peux faire des manœuvres de pompage, de traction. Tout ça, c'est en infradouloureux. Très important, la notion d'infradouloureux. Si on déclenche des douleurs, c'est de la nociception. On pourra travailler sur des étirements. En gros, on va libérer les articulations. Mais une articulation, elle est contrôlée par un muscle. Si un muscle a une contracture, c'est-à-dire qu'il est plus tendu, plus petit, dans ce cas-là, il va soumettre mon articulation à des contraintes. Du coup, je vais avoir mes cartilages qui vont être comprimés. Donc, le but de détendre les muscles, c'est de décomprimer l'articulation. Du coup, je vais augmenter la trophicité, donc la bonne santé des cartilages. Donc, on lutte contre les tensions musculaires, les contractures. En même temps, on a un effet secondaire, c'est que à nourrir, à détendre les muscles, ils vont pouvoir avoir une meilleure endurance, donc une meilleure force, du coup, un meilleur contrôle de toute la structure locomotrice. On va pouvoir jouer justement sur la posture grâce à ces pressions. En effet, je vais jouer sur l'équilibre agoniste-antagoniste. Je vous donne un exemple. Au niveau du bras, nous avons deux muscles. L'un, c'est le biceps et l'autre, c'est le triceps. Le biceps va vous permettre de plier le coude. Le triceps, lui, va vous permettre de tendre le coude. Donc, si je veux que mon bras soit et que mon coude ait un fonctionnement équilibré, il faut que je n'ai aucune tension ni dans le biceps ni dans le triceps. Et ces tensions vont déterminer en fait la position et le fonctionnement de mon coude. Donc je peux faire ce mode de fonctionnement au niveau de la statique de l'ensemble du corps. Vous voyez sur l'image en fait que j'ai un équilibre dans ce que nous appelons le plan sagittal, le plan frontal et le plan transversal. Et donc je peux travailler sur des groupes de muscles pour essayer de modifier cet équilibre. En effet, si par exemple la personne a des contracture ou à une faiblesse des muscles de la colonne vertébrale, la colonne va avoir tendance à partir en avant, à partir en flexion. Donc j'ai intérêt à défatiguer, à tonifier en fait justement mes muscles de la colonne vertébrale pour que ma colonne se redresse et donc que je lutte contre l'enroulement. En même temps, si mes muscles sont faibles ou ils ont des contractures, ils vont rapprocher les vertèbres et donc favoriser ce phénomène de compression et donc favoriser les compressions articulaires et donc les inflammations. Donc c'est très important d'essayer de modifier, d'entretenir cette statique. Et c'est quelque chose que nous faisons très facilement avec le shiatsu.
Alors, il faut savoir juste en fait que nous avons cet équilibre, je vous ai parlé de la colonne vertébrale, mais cet équilibre part aussi au niveau des jambes, par exemple, et des bras. En effet, les muscles des bras vont s'attacher, enfin des membres supérieurs vont s'attacher sur la colonne vertébrale. Je peux avoir un dysfonctionnement au niveau du poignet qui peut perturber le fonctionnement de mon coude et du coup de mon épaule, et du coup mon épaule s'attachant sur la colonne vertébrale, ça peut générer des tractions. Et donc, dysfonctionner si c'est mon poignet droit qui va générer des tensions et mon poignet gauche n'en a pas. Ma colonne vertébrale peut partir, peut s'incliner d'un côté. Donc je vais essayer d'obtenir un équilibre dans l'axe, c'est-à-dire vertical, mais je vais aussi jouer sur cet équilibre grâce au niveau des jambes, mais aussi au niveau des bras. Je peux aussi avoir un travail en shiatsu proprioceptif, c'est-à-dire que je peux travailler au niveau vertébral par des pressions qui sont très douces pour donner des informations, pour essayer j'utilise le terme de déverrouiller certaines choses. En effet, quand nous avons une douleur, spontanément, nous allons éviter de faire fonctionner cette zone qui est douloureuse, mais elle va se mettre en pression. Donc, je peux arriver à donner des informations au cerveau pour dire que cette zone doit devenir mobile. C'est un autre type de shiatsu. Donc, en gros, l'intervention du shiatsu dans la spondylarthrite ankylosante. Ce que nous recherchons à faire, en gros, c'est de limiter l'inflammation. Donc, comme je vous ai expliqué, en travaillant sur le système vasculaire, système lymphatique, etc., on essaie de limiter la douleur. On essaie aussi de donner un confort de vie. Quand je dis le confort de vie, c'est d'essayer d'avoir un meilleur ressenti, un meilleur vécu de cette situation-là, en essayant aussi de calmer les émotions. On va améliorer la mobilité. En effet, il faut cette harmonie de mobilité. Si votre dos est raide et que brusquement j'ai une zone très mobile, quelle est la zone qui va souffrir le plus? La zone raide ou la zone mobile? C'est la zone mobile, donc notamment par exemple les sacro-iliaques. Donc il faut essayer d'uniformiser cette mobilité et c'est ce que nous faisons. En même temps, nous essayons de réguler les fonctionnements organiques car il faut que justement le corps soit nourri de façon correcte et qu'il n'emmagasine pas toutes les toxines et on va aussi limiter tous les facteurs qui vont déstabiliser le système immunitaire, notamment le système émotionnel par exemple. Comment on peut trouver justement quelqu'un qui va pratiquer ce genre de technique? Comme je vous l'ai dit au tout début, l'idéal ce serait de rechercher sur l'annuaire des spécialistes en shiatsu. Pour cela, vous avez sur la diapositive suivante l'adresse du syndicat, l'adresse du site internet qui est www.syndicat-shiatsu.fr. Ça, c'est pour trouver un spécialiste en shiatsu. Éventuellement, si ça intéresse certaines personnes, il est possible aussi de trouver sur le site l'adresse, les références de centres de formation qui sont reconnus par ce syndicat et qui vous permettent de faire cette formation. Voilà, ben je crois que nous avons fait le tour de l'intervention du shiatsu dans la spondylarthrite ankylosante. Et donc, si vous avez des questions à poser, pardon, ben, je suis à votre écoute. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, nous avons une première question. Combien coûte une séance d'une heure? Ou Alors, moins, enfin, malheureusement, c'est à la discrétion en fait du spécialiste en shiatsu. En moyenne, c'est fréquent que l'on rencontre le tarif de 50 € pour une séance d'une heure. Il faut juste savoir que certaines mutuelles acceptent de prendre en charge les séances de shiatsu, mais suivant les contrats qui sont signés par l'adhérent. Ça peut aller comme l'ostéopathie par exemple, la prise en charge de 3 séances simplement en charge. Après, il existe le système de chèque santé. Donc ça, c'est un système auquel on doit adhérer aussi. quelle est la fréquence pour être bien, disons, il faudrait enfin, pratiquer combien de temps par semaine ou par mois ou voilà, quelle peut être Alors, la fréquence de pratique du shiatsu?
Alors, cela va dépendre en fait du bilan que l'on fait initialement. Pour une personne qui vient nous voir une première fois, si nous sommes à un stade moyen d'évolution de la spondylarthrite ankylosante, on va tabler sur une fréquence de une fois par semaine pendant un mois, et puis après on va espacer. Alors, on va dire ou à la convenance de la personne, parce qu'il y a des personnes qui ont un besoin, si vous voulez, par rapport à leur vécu quotidien, etc., pour se calmer, se déstresser par exemple, etc., ou par rapport à la sédentarité. Bon, donc voilà, il y a des facteurs, les facteurs aggravants. Donc, après un mois, on peut espacer à 15 jours, voire 3 semaines. Et dans les phases d'entretien, ça peut aller jusqu'à un mois. Personnellement, au niveau des personnes qui viennent me consulter, j'ai actuellement des personnes qui viennent une fois par semaine, c'est ce qui est le plus demandé, et j'ai des personnes qui viennent tous les 15 jours et une personne qui est en train d'espacer à 3 semaines et qui, donc, on est sur une phase d'entretien. Est-il conseillé de le pratiquer en période de crise? Enfin, de Alors, en douleur. période de crise, alors, en période de douleur, ça va dépendre en fait la localisation de la douleur. Si la douleur est au niveau, par exemple, par exemple d'un genou ou localisée simplement au niveau des sacro-iliaques, on peut faire une séance. Par contre, si c'est toute la colonne vertébrale qui est enflammée, j'aurais tendance à déconseiller la séance. Alors, ça dépend bien sûr si la personne prend des médicaments, un traitement en ce moment. Si la personne est sous traitement en phase de poussée, il n'y a pas de contre-indication à la séance. Et qu'en est-il si certaines personnes ont des anticoagulants? Alors bien sûr, les pressions seront adaptées. La prise d'anticoagulants est une contre-indication que l'on qualifie de relative. Bien sûr, nous sommes tenus, de par la déontologie de notre profession, à ne pas provoquer de lésions chez les personnes. Donc, il faut à tout prix que la personne reparte indemne. Donc, nous ne devons pas laisser ni d'empreinte digitale, ni de faire de bleu à la personne. Donc, elle peut prendre des anticoagulants, il n'y a pas de problème. Il suffit d'en informer la personne qui dispense la séance et les pressions seront dosées. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir qu'une pression avec un pouce sera beaucoup plus l'impact d'une pression avec un pouce sera beaucoup plus fort qu'une pression avec la totalité de la main. Mais ça, c'est notre problème, c'est à nous d'adapter de façon à ne pas léser, à ne pas provoquer d'hématome. Une séance de shiatsu peut-elle générer de la fatigue? Alors tout à fait. En effet, les personnes viennent nous voir en général les premières fois. Après, nous avons des personnes qui ont ressenti, qui ont dit avoir une pêche d'enfer, ou alors ils ont eu une grande fatigue et le besoin de se coucher. Tout simplement, ça tient au système nerveux sympathique et parasympathique. Les personnes qui viennent nous voir, sont en phase de stress, sont sous adrénaline. Et donc, c'est le système sympathique. Et le fait de calmer, de travailler sur le parasympathique, entre guillemets, nous retirons cette adrénaline. Donc, c'est pas que la personne est fatiguée. En fait, ce qui émerge, c'est l'état réel de la personne. La personne est fatiguée, elle vit dans un état de stress, donc sous adrénaline. Donc, cet état en fait de fatigue après les séances s'estompe après la répétition. Si le traitement de fond est bien efficace et que les douleurs sont minimes, est-il intéressant de pratiquer quand même des séances? Alors, le traitement de fond qui est donné dans la spondylarthrite ankylosante, c'est un traitement qui est immunosuppresseur, c'est-à-dire qu'on va calmer le système immunitaire. Mais par contre, si vous arrêtez le traitement, la maladie est toujours là. Ce n'est pas parce qu'il y a cette prise de médicaments que la spondylarthrite n'existe plus. Donc, il faut à tout prix éviter les facteurs aggravants parce qu'ils sont toujours là. Il y a toujours des micro-infections qui sont par ici, qui vont venir générer une inflammation. C'est pour ça qu'on doit être à tout prix à l'écoute des problèmes dentaires, par exemple, des problèmes ORL, etc. Donc ça, c'est très important. Mais il y a aussi les facteurs mécaniques, comme je vous ai dit, c'est la sédentarité. Alors c'est vrai que beaucoup de personnes qui sont atteintes de ce type de pathologie ont un rythme de vie, ils font attention, ils essaient de pratiquer, etc. Mais le fait, dans ce cas-là, d'entretenir de limiter les contraintes articulaires, les contraintes musculaires et d'essayer d'avoir un corps qui fonctionne, c'est l'idéal. Il faut à tout prix avoir des fonctions digestives optimales. Le shiatsu est-il comparable à la réflexologie? Alors non, justement, le shiatsu,
c'est plus que la réflexologie, parce que la réflexologie, ce ne sera qu'une petite partie du shiatsu. Comme je vous ai dit, on va travailler sur le système nerveux végétatif, donc la même chose que la réflexologie. Par contre, nous avons le travail musculaire direct, comme je vous ai expliqué, par rapport à l'équilibre entre le biceps et le triceps au niveau du coude. Nous avons cet impact. Nous avons l'impact direct des pressions sur le système nerveux végétatif. Nous allons avoir aussi l'impact sur l'œdème, chose que le système nerveux, le système, pardon, les techniques réflexes ne peuvent pas avoir, etc., etc. Avez-vous des résultats en termes de chiffres au niveau du mieux-être, je suppose, de la personne après avoir fait des séances? Est-ce que c'est significatif? Alors, oui, c'est significatif. En fait, j'ai des personnes qui ont arrêté les traitements antidouleurs. Je pense que c'est un traitement antidouleur. Je pense que c'est le meilleur des résultats. J'ai des personnes qui ne vivaient plus non plus, qui ne faisaient plus rien, qui étaient en phase de dépression avancée et qui depuis revivent. Le meilleur des cas, c'est la personne qui maintenant passe un rythme de 3 semaines, qui fait le déplacement carrément, qui vient du département voisin par exemple. Donc toutes les personnes qui viennent me voir en fait sont plus que satisfaites. Est-ce qu'un médecin peut prescrire des séances? Est-ce que ça changera quelque chose? S'il a une ordonnance, ça sera remboursé par la sécurité sociale ou non? Et non, malheureusement, la pratique du shiatsu ne se fait pas sur prescription médicale. Le fait que je sois kiné, en fait, ne me permet quand même pas de pratiquer les séances de kiné sur ordonnance. Alors, petite question pratique. Comment appelle-t-on quelqu'un qui pratique le shiatsu? Ça s'appelle un shiatsuki. Alors ça, c'est le terme de la personne, mais c'est le terme technique si vous préférez. Mais le terme professionnel, donc reconnu par l'État, c'est spécialiste en shiatsu. Après, on peut trouver ce que nous appelons des praticiens en shiatsu, mais les praticiens en shiatsu, ça veut dire c'est une personne qui pratique le shiatsu. Ce n'est pas le nom de la profession. Eh bien, Marc, nous n'avons plus de questions de nos internautes. Très bien, je vous remercie. Ben, écoutez, Marc, merci beaucoup pour cette conférence qui nous ouvrira sur la connaissance du shiatsu. J'espère que cette conférence aura intéressé tous nos internautes et leur donnera peut-être envie d'essayer une séance. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Malgré cette période de déconfinement, encore, prenez soin de vous, respectons les gestes barrières et regardez bien le site internet au mois de juin, car il y aura sûrement quelques surprises de l'AFS par rapport à la gestion de son stress. Voilà. Ben, écoutez, bonne soirée à tous et à bientôt. Merci Marc. Merci à vous, Merci beaucoup, Marc. merci à vous.